Et le plaisir d'accueillir ici Jean-Pierre Cabestan, qui, je vous le rappelle, est membre correspondant de la 5e section et qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter son ouvrage très, très excitant. Hein. Je suis en train de le lire, donc je peux vous confirmer que c'est un livre tout à fait passionnant autour de Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine. Je rappelle que Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche émérite du CNRS. Il est titulaire d'une maîtrise de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'un doctorat de 3e cycle en sciences politiques, d'un doctorat d'État en droit public. Il possède une maîtrise de la langue et civilisation chinoise qu'il a soutenue à Paris 7 Jussieu. Il a un diplôme d'études approfondies d'études orientales et une licence de japonais. Attaché puis chargé de recherche au CNRS, il a été affecté au poste de directeur de recherche à l'Institut oriental de Lyon et mis à disposition du ministère des Affaires étrangères pour la direction de l'annexe de Taipei. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu, puisque j'étais directeur scientifique adjoint du CNRS à l'époque, aux côtés d'André Caspi. Il a été mis à disposition ensuite auprès du ministère des Affaires étrangères. Il a été chargé de cours de droit chinois à l'université de Paris 2, de droit extrême-oriental à l'INELCO, à l'université de Provence, et chargé de séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales sur le droit et les institutions du monde chinois contemporain. Il dirige par ailleurs le Department of Government and International Studies de l'Université Baptiste de Hong Kong, ceci dès 2008. Il est également membre du comité de surveillance de la fameuse Academia Sinica à Taïwan depuis 2013. Il est auteur de nombreux travaux. Il est membre élu du correspondant de la 5e section depuis 2019. Et parmi ses travaux récemment publiés, il y a ce très bel ouvrage sur la politique internationale de la Chine, qui est un des manuels de base pour s'intéresser à cette question si importante de la position internationale de la Chine. Voilà, je lui passe avec beaucoup de plaisir et d'honneur la parole pour qu'il nous présente sa conférence. Merci, merci monsieur le secrétaire perpétuel. Merci, chers collègues, de venir m'écouter aujourd'hui. Je vais vous parler de Deng Xiaoping et je vais vous parler des raisons qui m'ont amené à écrire ce livre. En fait, c'est une commande. C'est un livre que l'éditeur Talandier m'a commandé et au départ, j'étais assez hésitant à l'idée d'écrire une biographie de Deng Xiaoping. D'abord parce que j'ai jamais écrit de biographie auparavant. Je suis plutôt un politiste qu'un historien. Mais aussi parce que je me suis dit que tout avait été déjà écrit, dit et écrit sur Deng Xiaoping. Et puis finalement, j'ai réfléchi et en français, il n'y a pas grand-chose. Il y a un livre très ancien, écrit par un Allemand et traduit en français, qui s'appelle Uli Franz, mais qui est paru en 89, terminé en 88, donc juste avant le massacre de Tiananmen. Il y a un autre livre écrit par un journaliste sabatier, mais au début des années 90. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'informations récentes sur Deng Xiaoping qui ont été collectées, qui ont été utilisées pour certaines biographies en anglais, dont celle d'Ezra Vogel, et puis une plus récente aussi de Pantsoff et Levine en anglais. Mais il n'y a pas grand-chose en français, en fait. Et ce qui m'a, pour vous dire franchement, ce qui m'a motivé, ce qui m'a conduit à accepter ce contrat d'édition, c'est que, en fait, c'est Xi Jinping. C'est parce que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, Deng Xiaoping est un peu mis sur la marge. Alors, il n'est pas oublié,
mais il est un peu marginalisé, il est un peu, on insiste moins sur lui, ou quand on parle de lui, on parle des dérives des années 80, notamment cette dérive libérale qui est apparue dans le parti, la montée de la corruption, une ouverture peut-être trop large, trop importante sur l'extérieur. Donc c'est pour ça que ma conclusion, pour arriver à la conclusion, mais j'en reviendrai tout à l'heure, est une forme de comparaison entre Deng Xiaoping et Xi Jinping, pour voir un peu comment les deux responsables, les deux dirigeants s'opposent, en quoi ils ont des points communs, en quoi ils s'opposent. Alors, donc voilà pour le titre. Maintenant, il y a le sous-titre. Vous avez vu, le sous-titre a été indiqué ici, révolutionnaire et modérateur de la Chine. Et en fait, c'était le fruit d'une longue négociation, j'allais dire, avec Talandier, Nathalie Richet, qui m'a fait l'amitié d'accepter cet ouvrage. Moi, j'avais une idée plus compliquée, un peu trop compliquée probablement, parce qu'en fait, Deng Xiaoping, il a vécu, comme vous le savez, 92 années. Il est né en 1904, mort en février 1997, presque 93 ans. Il a eu plusieurs vies. En fait, il a eu de multiples vies. Et je pense qu'il a été d'abord révolutionnaire, mais très jeune, en France. C'est là où il a adhéré au Parti communiste, au mouvement communiste. Après, il a passé une année en Union soviétique, où il a été formé à l'université Sun Yat-sen, qui était créée par le Comintern pour former les révolutionnaires chinois, les communistes chinois. Et puis après, il rentre en Chine et il rejoint la guérilla, mais il rejoint d'abord le parti à Shanghai avant de rejoindre la guérilla de Mao Tse-tung au Jiangxi, au sud de la Chine. Et en fait, je pense qu'il a été révolutionnaire, mais après il était communiste. Et puis, ce qu'il caractérise, et ce que j'ai le plus appris en écrivant cette biographie sur son passé avant 1949, c'est que dès les années 30, en fait, il se rapproche de Mao et devient, alors, un rang relativement subalterne à l'époque, mais quand même très proche de Mao. Et c'est ça qui l'a propulsé, si vous voulez, en haut du parti, du Parti communiste chinois, par rapport à d'autres responsables qui étaient trop proches peut-être de l'Union soviétique. On pense à Wang Ming, à Li Lisan et d'autres qui appartenaient à la vieille génération du Parti communiste, mais qui ont été eux-mêmes mis de côté du fait de l'ascension de Mao Tse-tung dans le Parti communiste chinois. Donc il était maoïste, et puis après on le sait, ce maoïsme l'a amené à occuper des fonctions très importantes, d'abord en province, après la fin de la guerre civile, et puis rapidement à Pékin, et à se rapprocher de Mao et à travailler avec lui jusqu'en 1965-66. Et puis, progressivement, étant donné les errements de Mao, il a été autre chose, il a été critique, il a pris ses distances de Mao, notamment après la tragédie du Grand Bond d'Avant, 30 millions, 40 millions de morts, dû à cette expérience folle, aventureuse de Mao, de créer des communes populaires, d'embrigader les paysans dans des fermes collectives. Ça a eu un impact extrêmement négatif sur la production agricole. Ça a provoqué une famine sans précédent en Chine. Là, il s'éloigne de Mao, il commence à travailler avec le numéro 2 du parti, que vous connaissez peut-être de nom, Liu Shaoqi, qui était déjà, à l'époque encore, considéré comme le successeur potentiel de Mao, mais qui avait des liens plus étroits avec l'Union soviétique, qui était plus hésitant dans le lancement d'une campagne, d'une prise de distance, d'une campagne contre l'Union soviétique, une prise de distance par rapport à l'Union soviétique de Khrouchtchev. Et donc là, il travaille avec Liu Shaoqi pour rétablir en fait l'économie chinoise au début des années 60. Et c'est pour cette raison qu'il est démis de ses fonctions en 67, avant d'être envoyé à la campagne en 69, où il restera jusqu'au début des années 70. Donc il devient rapidement, enfin au cours de ces années, déjà plus critique à l'égard de Mao. Donc dans le sous-titre, j'avais pensé justement, alors d'abord il était révolutionnaire, communiste, maoïste, puis après anti-maoïste. Et cette critique de Mao s'est encore révélée plus nettement après la fin de la révolution culturelle, la mort de Mao et le lancement des réformes. Là, il s'est révélé, si on peut dire, révisionniste, pour reprendre un terme qui avait été utilisé par Mao pour qualifier le tournant pris par l'Union soviétique sous Khrouchtchev. Deng Xiaoping lui-même, en revenant au pouvoir et en lançant les réformes à partir de la fin de 1978, devient anti-maoïste. Et je pensais, pour vraiment aussi caractériser le personnage,
essayer de comprendre quelle était sa philosophie politique par rapport à la participation politique, à la démocratie. Et parmi les choses qui me paraissent constantes chez Deng Xiaoping, c'est son opposition à la démocratie multipartite, à ce qu'on appelle la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il a toujours été attaché au rôle dirigeant du parti. Alors, il n'était pas opposé à ce qu'il appelait la petite démocratie, c'est-à-dire consulter les gens, consulter les élites, ce qu'il a démontré dans les années 80, mais il était totalement opposé à l'idée que la Chine évolue vers un système autre qu'un système dominé par un parti dirigeant, le Parti communiste chinois. Et donc, il l'a démontré lors de Tiananmen, en réprimant, comme on sait, par la violence, dans le sang, le mouvement démocratique du printemps 1989. Donc, il était aussi antidémocrate. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi dans sa personnalité. Mais il a été modernisateur, et même réformateur, ou réformiste en tout cas, au sein, dans le cadre de l'évolution et de la modernisation des États socialistes. Il a innové en introduisant des réformes qui n'ont jamais pu, d'ailleurs, être introduites en Union soviétique. Donc voilà, pour brièvement commencer par essayer d'exposer toutes les facettes du personnage Deng Xiaoping. Une vie longue, une vie complexe. On voit ce que j'ai utilisé l'expression, il surfe sur la vague, il prend le courant de l'histoire, et c'est comme ça qu'il parvient, après être longtemps un des lieutenants clés de Mao, il parvient à devenir le numéro 1 de fait du pays. Alors, toutes ces qualifications pour le sous-titre étaient un peu longues. Et c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord sur ce sous-titre révolutionnaire qui englobe l'idée qu'il était communiste. Alors révolutionnaire, parce qu'en Chine, il y avait deux types de révolutionnaires en 1911, lors de l'effondrement de l'Empire mandchou, l'Empire Qing. Il y avait les révolutionnaires nationalistes, le Kuomintang, le parti nationaliste de Sun Yat-sen, après de Chiang Kai-shek. Et puis, à l'époque, au début des années 20, un tout petit parti se forme, qui était le Parti communiste chinois, en 1921, mais qui était vraiment une annexe du parti nationaliste qui était appelé par Staline, par Trotsky et les autres responsables de l'Union soviétique de l'époque à coopérer avec le parti nationaliste. Donc révolutionnaire, ça a double sens. Mais je pense qu'on a gardé ce terme parce que c'était quand même l'idée qu'il allait être un des artisans, un des acteurs essentiels du mouvement révolutionnaire chinois et du mouvement communiste. Modernisateur, c'est évident, et c'est ce qui peut-être caractérise le plus cet homme révolutionnaire et communiste par rapport aux autres membres du Parti communiste, et surtout à partir du début des 70 déjà, quand il revient au pouvoir pour une première fois en 73, on voit bien qu'il cherche à moderniser le pays dans le cadre dans un environnement politique qui reste extrêmement contraignant, puisqu'il y a encore tous les responsables promus par Mao Tse-tung au début de la révolution culturelle qui sont là, et dont la femme de Mao, Jiang Qing, et puis ceux qu'on appellera plus tard la bande des quatre, qui surveillent tout ce qu'il fait et qui lui mettent des bateaux dans les roues. Mais donc modérateur, c'est quand même une idée assez, à mon avis, essentielle, qui qualifie très bien le personnage. Donc, et puis il fallait rajouter de la Chine, parce que figurez-vous, alors peut-être pas entre nous, mais j'ai pu confirmer ça avec la jeune génération français et étranger, c'est que beaucoup de jeunes qui ont 30 ou 20, même moins de 30 ans, n'ont jamais entendu parler de Deng Xiaoping. Jamais entendu parler de Deng Xiaoping. Donc j'ai pu le vérifier avec certains des amis de mes enfants, qui justement approchent qui ont la trentaine à peu près, et ça veut dire plusieurs choses. À mon avis, je comprends, parce que quand on est né dans les années 90 ou début des années 2000, on n'a pas forcément appris sur Deng Xiaoping à l'école ou au lycée. Mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire, et ça confirme l'idée que Deng Xiaoping a été un petit peu mis de côté, qu'on en parle moins. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est important d'en parler. Alors, pour essayer brièvement et décrire cette vie, qui est assez extraordinaire, je ne vais pas rentrer dans le détail du livre, mais je dirais d'abord qu'il appartient à une famille de propriétaires fonciers, une famille assez bien établie au Sichuan. Donc le Sichuan, cette province de l'ouest, capitale Chengdu. Il vient d'un village entre Chengdu et Chongqing, une province qui est connue pour sa cuisine pimentée, mais aussi une province qui a toujours joué un rôle important dans les mouvements politiques en Chine, un peu comme le Hunan, qui était un foyer de futurs officiers des armées nationalistes ou communistes.
Et surtout, ce qui caractérise son enfance, sa jeunesse, c'est que très rapidement, son père décide de profiter du système mi-études, mi-travail qui était mis en place par des modernisateurs chinois, des entrepreneurs chinois à l'époque, et qui consiste à envoyer de jeunes Chinois vers l'Europe pour recevoir une éducation occidentale, mais aussi y travailler pour avoir une source de revenus pour leurs études. Et c'est comme ça que Deng Xiaoping part très jeune. Figurez-vous qu'il part à 16 ans. À 16 ans, les Chinois, c'est des gamins. Hein. C'est encore plus, je dirais, moins mature qu'un jeune de 16 ans en Europe, en France ou ailleurs. Donc il part très jeune, il reste 5 ans en France et il quitte la France à 21 ans, après des années qui sont des années d'expérience, où il côtoie un certain nombre de futurs responsables du Parti communiste. Le plus connu, évidemment, c'est Zhou Enlai, qui est déjà en France à l'époque, et qui, alors Deng Xiaoping tourne, je ne rentre pas dans le détail, entre plusieurs petits boulots qui vraiment le satisfont pas vraiment, et il est, comme vous savez, de petite taille, il n'est pas très fort, et finalement Zhou Enlai le récupère pour travailler sur une revue et propager les idées communistes parmi la communauté chinoise en France, ce qui le met dans le radar de ce qu'on appelait à l'époque la sûreté nationale, et ce qui fait qu'il commence à être surveillé, et c'est pour ça qu'il part très rapidement avant que une perquisition ait lieu dans son appartement, dans sa chambre, pour l'Union soviétique. Il part pour l'Union soviétique en janvier 26, et là, il y reste un an, où il suit des études, vraiment une formation de cadre communiste dans cette université Sun Yat-sen. Alors, après, il rejoint la Chine, il rejoint Shanghai, et là, avec Zhou Enlai, il commence à travailler à Shanghai, mais très rapidement, on l'envoie au Guangxi, dans cette province du sud-ouest de la Chine, près du Vietnam, pour essayer d'y mobiliser les paysans pauvres et d'y créer une lutte de classe dans une société qui est très hostile à la lutte des classes. Et c'est ça quand même le paradoxe du Parti communiste, c'est que, surtout les sociétés rurales, les liens d'allégeance, si vous voulez, entre les paysans, les métayers, ou les ouvriers agricoles et les propriétaires fonciers sont des liens extrêmement étroits. Il n'y a pas de lutte des classes, contrairement à ce que veut faire croire le Parti communiste. Et donc, cette expérience au Guangxi est un échec. Il essaye de mobiliser un certain nombre de personnes pour créer une armée. Très vite, son armée révolutionnaire est encerclé par les forces nationalistes, il est obligé de s'enfuir, et c'est comme ça qu'il rejoint, non sans quelques vicissitudes et aventures, le soviet beaucoup plus établi, beaucoup plus stable, qui se trouve aux confins du Jiangxi et du Fujian. Une zone beaucoup plus isolée et plus facile à protéger que le Guangxi. Et donc c'est comme ça qu'il fait la connaissance de Mao et commence à travailler avec Mao dans ce soviet ce qu'on appelle Tinggangshan, les monts Tinggangshan au sud du Jiangxi. Mais là aussi, ils sont encerclés par les forces nationalistes, et c'est l'aventure de la Longue Marche à laquelle participe Deng Xiaoping, et au cours de laquelle Mao Tse-tung, en 1935, devient le numéro 1 du parti, parce qu'il prend le contrôle de ce qu'on appelle la commission militaire centrale du Parti communiste, dans la ville de Dunik, une petite ville au nord de Guizhou, au nord de Guiyang, dans la province du Guizhou, alors que l'armée se dirigeait vers le nord. Finalement, cette armée se réfugie au nord du Shanxi, dans la zone de Yan'an, et c'est à partir de Yan'an que Deng Xiaoping commence à développer un soviet, enfin une zone rouge, qu'on appelait à l'époque les zones rouges, dans une autre province qui s'appelle le Shanxi. Alors ça ressemble beaucoup au Shanxi, mais c'est écrit avec un A en moins, qui est plus à l'ouest, qui est plus à l'est, qui est capitale Taiyuan. Et là, dans les monts Tairang de cette province, il met en place une zone de guérilla où il commence à faire ses preuves, à la fois comme chef militaire, mais surtout comme commissaire politique. Alors, ça, c'est le système soviétique. Il y a un commandant militaire et puis un commissaire politique. Et il dirige une division, une des 3 divisions de l'armée communiste chinoise, qui, au début de la guerre, s'intègre dans l'armée nationaliste. Ce qu'on appelle la 8e armée de route, formée de 3 divisions, s'intègre dans l'armée nationaliste pour lutter contre les Japonais. Et lui, la chance de Deng Xiaoping, si je puis dire, c'est qu'il fait équipe avec un militaire professionnel, dont je parle dans le livre, qui s'appelle Liu Pochang, qui après est devenu maréchal, et qui était lui vraiment un militaire professionnel formé
par le Kuomintang et qui s'est rallié au Parti communiste par la suite. Mais le tandem qu'il forme est un tandem qui est extrêmement efficace. Parce que Liu Po-chang a des qualités de chef militaire, d'officier, tandis que Deng Xiaoping est plus propagandiste. C'est lui qui répond à la bonne parole et qui surtout mobilise ses soldats lorsqu'il faut se préparer à une bataille. Et là, ce tandem marche beaucoup mieux que les autres tandems qui existaient dans d'autres parties de l'armée rouge. Et c'est ce qui a permis aussi à Deng Xiaoping de réussir là où d'autres n'ont pas aussi bien réussi que lui. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important dans sa vie et qui attire l'attention de Mao et qui lui permet après de prendre des responsabilités plus importantes dans le parti et après 1949 dans le système parti-État. Alors, je vais passer rapidement sur les épisodes de la guerre civile, parce que là aussi c'est toujours ce même tandem qui fait ses preuves lors de batailles assez connues. La plus célèbre est la bataille de la Roye en 1948. Ce qui est intéressant, c'est que Deng Xiaoping assiste à pas mal de réunions de responsables. Alors souvent c'est pour prendre des notes, un peu dans un coin, mais ça crée une forme de proximité avec les responsables du bureau politique, Mao, Zhou Enlai et d'autres, qui s'appuient sur lui d'abord pour un certain nombre de tâches administratives et techniques, mais qui petit à petit s'aperçoivent que Deng Xiaoping a des qualités aussi de chef militaire, de responsable politique. Et donc c'est comme ça qu'il progresse. Et que Mao décide de l'envoyer, alors là aussi avec Liu Po-chang et d'autres, au sud-ouest, après 1949, au sud-ouest de la Chine, donc dans sa province natale du Sichuan, pour en prendre le contrôle. Parce que à la fin de la guerre civile, en fait, l'armée communiste contrôle le nord de la Chine, le sud beaucoup moins parce que les nationalistes étaient plus présents et que finalement Chiang Kai-shek s'enfuit vers Taïwan mais en décembre 1949. Et donc lui, vers l'automne 1949, il est envoyé au Sichuan. Il s'installe à Chongqing, qui était, alors si vous vous rappelez de l'histoire de Chongqing, c'était la capitale nationaliste pendant la guerre, entre 1938 et 1945, quand les Japonais occupaient Nankin. Et donc, le problème pour Deng Xiaoping et les armées Deng Xiaoping et Liu Po-chang, c'est que cette zone était quand même très Kuomintang. Il y avait beaucoup de fonctionnaires du Kuomintang, les gens étaient assez attachés au Kuomintang, et la pacification, si vous voulez qu'on appelle gentiment la pacification, en fait, la prise de contrôle et la mise au pas de la société du sud-ouest de la Chine a été une affaire compliquée et, il faut le dire, assez violente, avec beaucoup de répression, beaucoup d'exécutions de propriétaires fonciers, et ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'histoire du mouvement communiste chinois. Alors le sud-ouest de la Chine, c'est pas seulement Sichuan, mais c'est aussi le Guizhou et le Yunnan et le Tibet, mais c'est pas lui qui s'occupe du Tibet, il y a un détachement qui finalement va au Tibet, prend le contrôle du Tibet en 1951, mais c'est vraiment l'armée populaire de libération qui s'en occupe, pas lui directement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est mis en exemple, il est déjà cité en exemple par Mao Tse-tung au reste du Parti communiste en disant « Regardez ce que fait Deng Xiaoping au sud de la Chine, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le reste du pays. » Et c'est ce qui l'amène à être finalement transféré au centre en 1952 et commencer à exercer des responsabilités au centre. D'abord, je passe sur les détails, ministre des Finances, puis après il entre au bureau politique. Et finalement, il devient, après le 8e congrès de 1956 du Parti communiste, il devient secrétaire général du parti. Alors, le poste de secrétaire général, c'est pas à l'époque le poste de numéro 1. Le poste de numéro 1, c'est le poste de président, c'est Mao. Mao est président du parti, et il y a des vice-présidents, et Deng Xiaoping est secrétaire général. Donc, en fait, il est numéro 6 dans la hiérarchie. Il fait partie du comité permanent, de fait, du bureau politique, mais derrière, Mao, Chu Te, qui était chef des armées, Zhou Enlai, le Premier ministre, et aussi Chen Yun, qui était à l'époque plus gradé que Deng Xiaoping, le père du premier plan quinquennal, qui était l'économiste, si vous voulez, de la direction du parti. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des années 50-60, mais il y a une chose qui est aussi à rapprocher Deng Xiaoping de Mao, et ça c'est quelque chose qui m'a passionné, parce que j'ai pas mal travaillé sur le conflit sino-soviétique autrefois, c'est justement le rôle joué par Deng Xiaoping dans la gestion du conflit sino-soviétique, dès les années 50. En fait, pour parler franchement, dès la mort de Staline, et surtout dès
le 20e congrès de l'Union soviétique, du Parti communiste de l'Union soviétique, et le rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Ce rapport est présenté, enfin secrètement, donc, lors de ce congrès de février 1956, et la délégation chinoise, qui est présidée par Zhu Te, mais Deng Xiaoping est le numéro 2, c'est lui qui est vraiment le plus actif dans cette délégation, en reçoit une copie, et là c'est quand même le choc. C'est le choc. Zhu Te est déjà un peu âgé, il ne comprend pas exactement le sens politique, c'est plus un chef militaire qu'un quelqu'un qui a vraiment... Et Deng Xiaoping comprend le sens politique de ce rapport et décide tout de suite d'en parler à Mao et d'en tirer des conséquences pour la Chine. Et c'est là que la Chine commence à bifurquer, si vous voulez dire. On ne peut pas commencer, pour eux, la manière dont Khrouchtchev a dénoncé Staline, porter ombrage, porter préjudice au mouvement communiste international dans son ensemble. Donc il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas attaquer de cette manière Staline. On pouvait peut-être lui reprocher des erreurs, mais l'accuser d'avoir commis des crimes, c'était impensable, c'était négatif et très... et puis il y avait une conséquence évidemment pour Mao directement, c'est le rôle de Mao, le rôle de dirigeant suprême, et ça touchait aussi à son image, à son charisme et à sa relation avec le reste du Parti communiste et le reste du mouvement communiste international. Donc ça, c'est cette bifurcation qui commence à être vraiment de plus en plus visible et à laquelle donc Deng Xiaoping participe, et Deng Xiaoping va souvent à Moscou pour débattre avec les idéologues du parti soviétique de l'époque, donc Souslov et d'autres, sur à la fois la nature du mouvement communiste, sa relation avec le monde capitaliste, est-ce qu'il faut continuer la confrontation ou plutôt aller vers la coexistence pacifique, et c'est une bagarre aussi pour la direction du mouvement communiste international entre Moscou et Pékin. Et on connaît la suite, puisqu'à partir de 59-60, le conflit est ouvert et les deux partis vont dans des directions différentes, opposées. Et Khrouchtchev, il devient la bête noire des Chinois, et ce que pourchasse Mao dans le Parti communiste chinois, c'est tous ceux qui sont un peu trop influencés par l'Union soviétique et par cette tentation d'avoir des relations apaisées avec l'Occident. Et alors ça c'est une des choses qui va aussi, je dirais, lui permettre de survivre d'une certaine manière et de faire l'objet d'un traitement beaucoup plus clément de la part de Mao lorsque la révolution culturelle éclate. Ce que Mao reproche à Teng lors de l'éclatement de la révolution culturelle, c'est d'avoir travaillé, comme je viens de le dire au début, avec Liu Shaoqi au rétablissement de l'agriculture, et d'avoir appliqué des politiques qui étaient, aux yeux de Mao, antisocialistes, c'est-à-dire en revenir à un système de gestion des terres par les foyers paysans, tout en conservant la coquille des communes populaires, mais en décentralisant la gestion au niveau de ce qu'on appelait l'équipe de production, et en fait très souvent les familles, les foyers paysans eux-mêmes. Et l'objectif était évident, afin de donner à manger aux Chinois. C'était ça l'objectif, c'est que la Chine devait sortir de la famine. Alors, avec Liu Shaoqi, les choses étaient plus compliquées. Liu Shaoqi, en plus, avait un fils qui avait épousé une soviétique. Ses relations personnelles jouent un rôle. Et il n'était pas le seul. Plein de responsables, un certain nombre de responsables du Parti communiste chinois avaient des femmes soviétiques ou des relations personnelles avec l'Union soviétique. Et ça leur a évidemment porté tort lorsque Mao vraiment lance la révolution culturelle et décide d'approfondir ce conflit avec l'Union soviétique. Alors la chance de Teng, c'est d'avoir quand même beaucoup travaillé par le passé avec Mao et d'avoir conservé une relation personnelle assez bonne avec Mao. C'est ce qui lui permet de survivre, comme je disais, mais surtout de ne pas être exclu du Parti communiste pendant la révolution culturelle. Alors, à un moment, il est qualifié de le deuxième responsable sur la voie capitaliste, derrière le premier qui est Liu Shaoqi, mais alors que Liu Shaoqi est exclu du parti à jamais, et qu'il meurt finalement en détention par manque de traitement en 1969, Deng Xiaoping est détenu dans Zhongnanhai, qui est le siège du Parti communiste à Pékin, avant d'être envoyé à la campagne, où il reste 3-4 ans, entre 1969 et 1973. Mais il est protégé.
Et en fait, quand il est à la campagne, il n'est pas dans un camp de travail. Hein. Il habite dans une résidence qui était une ancienne résidence générale, avec des gardes en bas. Alors, il doit travailler dans une ligne de tracteur, mais comme il est âgé, il a déjà 65 ans en fait, hein, en 69. Et on le fait travailler à mi-temps avec sa femme dans une ligne de tracteur, et c'est là où ses compétences d'ancien ouvrier en France l'aident, mais puis finalement les gens le reconnaissent, donc c'est qu'ils ont affaire à quelqu'un très important. Et finalement, sa charge de travail, au bout d'un an, est réduite à 2 heures par jour, donc c'est symbolique. Hein. Le reste du temps, il s'occupe de son jardin, il lit des ouvrages, il fait la cuisine. Donc il a une vie, et surtout, il arrive à revoir ses enfants qui étaient éparpillés en Chine, et notamment son fils aîné, qui avait fait l'objet qui avait été menacé par les gardes rouges et qui, comme vous le savez peut-être, a eu un accident terrible puisqu'il est devenu paraplégique alors qu'il essayait de prendre la fuite d'un bâtiment où les gardes rouges voulaient le détenir. Il tombe du 3e étage et il se casse la colonne vertébrale, et depuis, son nom est en Pufang, et il vit encore. Il vit dans une chaise roulante. Donc c'est quand même là c'est un des chocs pour Deng Xiaoping, pour sa famille. Et ses autres enfants sont envoyés dans d'autres parties de la campagne, mais à partir de 1969, il parvient à les revoir. Et là, les liens et on voit que son traitement, le traitement dont il fait l'objet, est quand même plus clément que pour les autres responsables qui avaient été critiqués au début de la révolution culturelle. Alors, le point tournant, pourquoi il revient en 1973 ? En fait, c'est une affaire, la cause immédiate de son retour au pouvoir, il y en a deux en fait. Un, c'est la chute de Lin Biao. Alors, est-ce que Lin Biao vous dit quelque chose ? C'est ce maréchal qui avait été promu par Mao au moment de la révolution culturelle comme successeur désigné de Mao Tse-tung, et avec lequel Mao commence à avoir des relations difficiles. Mao le soupçonne de vouloir précipiter la succession et d'être devenu trop puissant, parce que c'est lui qui contrôle les forces armées, l'armée populaire de libération, et Mao décide de s'en séparer. Donc à partir de 1970, il le marginalise, et puis finalement, vous le savez peut-être, Lin Biao s'enfuit vers l'Union soviétique, persuadé par son fils de partir, et son avion s'écrase en Mongolie extérieure, et c'est comme ça que sa carrière, sa vie se prend fin de manière extrêmement brutale. Et cet accident, donc cette fin tragique de Lin Biao en septembre 1971, évidemment, précipite le retour de Deng Xiaoping, parce que Mao n'a pas beaucoup de successeurs sous la main, quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau après sa mort et après la mort de Zhou Enlai. La deuxième raison, oui, les dates, 71-72, évidemment, c'est le voyage de Nixon. Le voyage de Nixon en Chine, précédé par des visites secrètes de Kissinger, mais qui, en fait, déjà met fin en partie à la révolution culturelle. On voit bien que la priorité redevient le développement, dans un contexte encore très très militant, mais où les radicaux promus par la révolution culturelle commencent à devenir moins influents, et Mao a besoin de quelqu'un comme Deng Xiaoping pour remettre l'économie sur les rails et pour commencer à commercer et plus nettement avec le monde occidental et attirer les technologies occidentales. Et malheureusement, Deng Xiaoping est dans une situation relativement fragile, parce que vous avez cet environnement très très politique entre 73 et 76 qui évidemment il lui est hostile. Alors Mao le soutient jusqu'à un certain point. C'est les 2 ou 3 années où vraiment, les 2 années au cours desquelles Deng Xiaoping est extrêmement actif, c'est 74-75. C'est en 75 d'ailleurs qu'il vient en France, qu'il est reçu par le président Giscard d'Estaing, qu'il est reçu aussi par le Premier ministre Chirac. À l'époque, il l'accompagne et qu'il rejoint à Marseille pour montrer à quel point la France souhaite rétablir la relation avec la Chine. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à envisager de vendre des armes à la Chine et de développer une relation beaucoup plus étroite. Dans un cadre qu'il ne faut pas oublier, qui est le cadre du conflit de la guerre froide. C'est-à-dire que pour nous, l'ennemi principal, comme pour la Chine, on partageait le même ennemi, l'Union soviétique. Et c'est ça qui nous rapproche, avec des régimes politiques extrêmement différents, mais à l'époque on en faisait abstraction parce que c'était vraiment les considérations géostratégiques, les intérêts de sécurité qui l'emportaient sur les droits de l'homme et autres considérations. Donc on reçoit extrêmement bien Deng Xiaoping, et Deng Xiaoping commence à apparaître comme vraiment un successeur possible de Mao. Alors Mao n'était pas tellement, enfin il
il avait plusieurs problèmes avec Deng Xiaoping, mais surtout il a essayé de promouvoir, il pensait que Deng Xiaoping pourrait lui succéder comme Premier ministre, il a essayé de promouvoir un ancien activiste de Shanghai qui s'appelait Wang Hongwen comme président du parti, mais très rapidement il s'aperçoit qu'il ne peut pas faire l'affaire. Le problème et donc c'est pour ça qu'il choisit finalement Roi Kofong au début 1976. Et c'est à ce moment-là que Deng Xiaoping est écarté. Et le point d'achoppement, en fait, entre Mao et Deng à la fin 1975, porte sur le bilan de la révolution culturelle. Mao est proche de la mort, il est atteint de la maladie de Charcot. Il veut absolument que Deng Xiaoping endosse le caractère positif de la révolution culturelle. Fin 1975. En fait, Deng Xiaoping est de fait Premier ministre, puisque Zhou Enlai est malade, atteint d'un cancer, il mourra en janvier 1976, et Deng Xiaoping refuse. Il refuse, il préfère démissionner, et en fait, il a fait un pari. Il savait que Mao était proche de la fin, et que finalement, tôt ou tard, il pourrait revenir au pouvoir. Donc il a préféré s'éloigner du pouvoir et attendre le bon moment pour revenir. Et donc, entre-temps, c'est Roi Kofeng qui a joué les rôles de président de transition entre 1976 et 1978. Et c'est comme ça que, finalement, cette ère maoïste s'est terminée. Alors, maintenant, l'ère des réformes, parce que j'ai encore un petit peu de temps. Oui. Ça va. Ok. Non, parce que ça, c'est quand même alors, le retour de Deng Xiaoping, moi, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y a eu une bagarre en 77-78, savoir quel poste, il a retrouvé toutes ses fonctions, en fait. Il a retrouvé toutes les fonctions qu'il détenait avant sa disgrâce, fin 1976, vice-premier ministre, premier vice-premier ministre, chef d'état-major des armées et vice-président du parti. Donc, il retrouve ses fonctions, mais enfin, il est numéro 3 dans une direction dirigée par Roi Kofeng, avec un numéro 2 qui s'appelle Li Xiannian. Enfin bon. Et petit à petit, il commence à se bagarrer avec Roi Kofeng pour faire évoluer le pays vers plus de réformes. Et on arrive à ce moment crucial dans l'histoire de l'après-Mao, qui est le décembre 1978, le mouvement démocratique, le troisième plénum, sur fond des mouvements démocratiques, c'est vrai, dans la société, mais le troisième plénum du Parti communiste, qui en fait est le moment où Deng Xiaoping prend vraiment le contrôle de la direction du parti. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il conserve ses mêmes fonctions. Il ne remplace pas Roi Kofeng comme président du parti, contrairement à ce que voudrait souhaiter le principal responsable militaire de l'époque, qui s'appelait Ye Jianying. Il conserve des fonctions de numéro 2 ou numéro 3, mais c'est de lui le responsable principal du parti, et après on l'appelle en chinois le responsable le plus puissant ou le plus important du parti, mais sans qu'il en occupe les fonctions. En fait, il a refusé de prendre toutes ces fonctions pour maintenir une forme d'unité au sein de la direction du parti, à un moment où il y avait encore pas mal de ce qu'on appelait néo-maoïstes dans cette direction. Et donc c'est pour ça que la transition est en douceur, et qu'il prendra la direction de la commission militaire du parti, qui est le poste le plus important en fait dans le parti, formellement seulement en juin 1980, quelques années plus tard. Alors ce qui est intéressant au cours de ces années 80, puis bon, j'ai fait beaucoup de terrain, j'en parle un petit peu dans ce livre, en Chine j'ai fait beaucoup de visites et d'enquêtes, c'est cette ambivalence de Deng Xiaoping, qui d'un côté, vous vous rappelez peut-être, promeut des responsables qui se sont révélés par la suite un peu trop libéraux à ses yeux. Le premier, c'est Hu Yaobang, qui par sa mort en avril 89 a provoqué ce mouvement démocratique de 89 qu'on connaît bien. Et puis après, il promeut aussi, au même moment, il promeut un autre poste, Zhao Ziyang, qui sera le successeur de Hu Yaobang, mais aussi successeur malheureux, parce qu'il perdra ses fonctions à l'issue du printemps de Pékin, à l'issue du massacre de Tiananmen. Donc, il y a cette ambivalence, mais on voit bien qu'il veut pousser les réformes. Il accepte un niveau d'ouverture beaucoup plus important qu'aujourd'hui en Chine, mais pour les besoins de la modernisation du pays, tout en restant attaché aux principes et à la direction du parti unique et la direction du pays par le Parti communiste. Donc il joue ce jeu de balancier avec les différentes forces réformistes et conservatrices du parti. Parmi les conservateurs, vous avez Chen Yun, qui est le partisan, qui est le grand responsable de l'économie, mais qui est aussi qui reste partisan d'une économie quand même en grande partie administrée, où les mécanismes de marché, oui, doivent jouer un rôle, mais
de manière annexe, c'est l'image de la cage, de l'oiseau et de la cage. L'oiseau peut voler dans la cage, mais il faut maintenir une cage pour maintenir le contrôle sur l'économie. Et donc c'est toute cette bagarre avec les conservateurs, notamment qui tourne autour, entre autres, l'établissement de zones économiques spéciales, d'abord à Shenzhen, puis après à Zhuhai, puis à Shantou et ailleurs. Et c'est finalement Deng Xiaoping l'emporte, mais non sans difficulté. Et ces années 80 aussi sont des années de débat, d'ouverture intellectuelle. C'est là où les Chinois commencent à lire Hayek et d'autres libéraux. Et évidemment, ça modifie beaucoup l'état d'esprit d'une partie de l'élite intellectuelle chinoise qui, à l'époque, je peux vous le dire, ne s'intéressait pas du tout à Confucius. Aujourd'hui, Confucius est restauré, mais à l'époque, Confucius, c'est du passé, ça n'a aucun sens. Pour nous, ça n'a aucune utilité pour l'avenir de la Chine, pour la mondialisation de la Chine. Ça, je peux vous le dire personnellement, j'ai vu beaucoup d'intellectuels qui me faisaient cette réflexion. Donc, c'est ce ferment d'idées, de débats qui a aussi été une des causes de Tiananmen, outre les problèmes économiques qui ont précédé Tiananmen, la montée de l'inflation, etc. Alors, je ne vais pas rentrer sur le... Je pense que Deng Xiaoping est celui qui a pris la décision de refuser toute négociation avec le mouvement étudiant et de finalement rétablir l'ordre par la violence, mais avec le soutien du reste de la direction, sauf de Zhao Ziyang, qui est démis de ses fonctions pour cette raison, et d'autres d'une minorité de la direction politique, mais avec le soutien de gens comme Li Peng, le Premier ministre qu'on a connu par la suite, et d'autres responsables. Alors, là je vais terminer là-dessus, parce que après ce mouvement, évidemment, 89, c'est la fin de la guerre froide. Le 4 juin, c'est le jour où les Polonais organisent leur première élection démocratique. Donc vous avez cette bifurcation qu'on connaît, entre d'un côté le pays de l'Est, et puis finalement l'Union soviétique qui évolue vers un régime pluraliste, et la Chine qui reste vraiment attachée à son régime autoritaire. La vraie question pour Deng et pour la direction chinoise, à partir de 90-91, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle méthode et outils devons-nous utiliser pour empêcher que la Chine connaisse le même sort que l'Union soviétique? C'est ça la vraie question. Et Deng Xiaoping apporte sa réponse en janvier 92, à l'âge de... Il a 87, 88, 85 ans à l'époque. Il descend, il prend des vacances. Enfin, il dit qu'il va descendre avec sa famille, donc ses enfants et plusieurs de ses petits-enfants. Il prend le train pour Shenzhen. Et puis ce voyage devient en fait une initiative, ça devient une initiative politique, ça devient une opération politique destinée à relancer les réformes économiques et à obliger le successeur de Zhao Ziyang, qui s'appelait Jiang Zemin, qui était plus tard il sera le président chinois, à relancer les réformes économiques et l'ouverture du pays, l'ouverture économique du pays sur l'extérieur. Et ça, c'est un moment clé parce que les conservateurs du parti, notamment Li Peng, entre autres, je peux en citer d'autres, étaient très hostiles à cette orientation. Et donc ça, c'est la dernière initiative de Deng Xiaoping à l'âge de 87 ans, et finalement, il prend sa retraite, il passe le flambeau, notamment la direction de la commission militaire à Jiang Zemin, à l'automne 89, et après, il continue de voir des gens, d'avoir une forme d'influence sur les affaires du parti, mais il prend du champ. Alors, j'en reviens à la dernière... ça, c'était la dernière initiative économique. Et puis a lieu le 14e congrès du parti, Jiang Zemin est confirmé dans ses fonctions, mais Deng Xiaoping, alors là, c'est sa dernière initiative politique. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec Xi Jinping. Deng Xiaoping, donc, confirme Jiang Zemin dans ses fonctions secrétaire général du parti, président de la commission militaire, et en mars 93, Jiang Zemin devient président de la République. Donc 3 fonctions. Secrétaire général du parti, chef de la commission militaire du parti et président de la République. Et depuis, ce système était maintenu. Le numéro 1 du pays détient ces 3 fonctions. Dans un système de parti-État, c'est nécessaire. Brejnev avait fait la même chose quand il avait réformé la Constitution en 1977 en Commission soviétique. Il a créé le poste de président de la République pour apparaître à l'étranger comme chef d'État. Parce qu'avant, en fait, il y avait un problème protocolaire. On ne savait pas comment le recevoir, Brejnev, parce qu'il était juste secrétaire général du parti. Alors, de fait, on le recevait comme un chef d'État, mais il n'était pas chef d'État. Et donc là, ces 3 fonctions sont détenues par Jiang Zemin. Et donc, il est confirmé. Mais ce que fait Deng Xiaoping en même temps, il dit « Mais je vais vous nommer un successeur.
successeur qui s'appelle Hu Jintao. Hu Jintao, c'était le benjamin de la direction suprême, le comité permanent du bureau politique. Et l'idée, c'était qu'au bout de 10 ans, après deux mandats de 5 ans, comme président de la République, Jiang Zemin allait passer la main. C'est ce qui s'est passé. Alors Jiang Zemin a fait un petit peu des prolongations pour la commission militaire, mais 2 ans, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais l'idée de Deng Xiaoping, c'était quand même qu'il devait y avoir une circulation des élites et qu'on ne devait pas s'accrocher au pouvoir. Parce qu'en fait, Deng Xiaoping, il avait vécu l'époque Mao, il s'était aperçu qu'il y avait 2 choses qui quand même avaient causé du tort au mouvement communiste et notamment au Parti communiste chinois. C'est 1, le culte de la personnalité, et 2, la concentration excessive des pouvoirs et la remise en cause par Mao de ce qu'on appelle dans le système léniniste le principe de la direction collective. Alors, la direction collective, c'est un joli principe. Maintenant, son application, même à l'époque de Deng Xiaoping, elle était quand même sujette à caution. Mais ce que je dirais quand même pour défendre mon argument par rapport et peut-être forcer le trait sur l'opposition entre Deng Xiaoping et Xi Jinping, c'est que Deng Xiaoping consultait quand même plus. D'abord, il consultait plus que Xi Jinping, à mon avis, et il déléguait plus le pouvoir que Xi Jinping, notamment à Hu Yaoping et à Zhao Ziyang dans les années 80. Il a beaucoup délégué le pouvoir. Et donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en viens à ma conclusion. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'écrire ce livre, parce que je trouve que le contraste entre l'époque de Deng Xiaoping et le système communiste, le système politique chinois aujourd'hui sous Xi Jinping est assez clair. Il y a des constantes, la direction du parti, c'est certain, l'opposition à la démocratie occidentale, c'est certain, mais, ce qu'ils appellent la démocratie occidentale, la démocratie libérale, mais quand même 2 styles de gouvernement, 2 styles de relations avec la société qui sont très différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Chine, il faut l'avouer, ça dépend des générations, mais il y a quand même une certaine nostalgie à l'égard de l'époque de Deng Xiaoping. D'où l'intérêt, à mon avis, de revoir la vie de Deng Xiaoping et sa carrière, qui a été, comme vous l'avez vu, assez longue, assez compliquée, mais passionnante. Merci de votre attention. Merci beaucoup de cet exposé passionnant. Voici maintenant le moment de la discussion. Qui souhaite intervenir, poser des questions, faire des remarques, des commentaires et débattre avec notre invité. Madame de Vienne. Merci. Je voudrais revenir sur les événements de 1989 et la manière dont Deng Xiaoping s'est positionné entre le démarrage et le moment où il a décidé de faire nettoyer la place. Maintenant, alors, au début, il a laissé la direction officielle du parti, c'est-à-dire Zhao Ziyang, secrétaire général, gérer l'affaire avec l'aide des différents organismes du parti. Mais il s'est trouvé que Zhao Ziyang devait aller, ça c'est quand même, parfois il y a des accidents dans l'histoire, devait aller en Corée du Nord en mi-avril, fin avril 89, et a délégué le pouvoir de gérer la crise, si vous voulez, à Li Peng, qui après est allé voir Deng Xiaoping avec Yang Shangkun, un responsable militaire de l'époque, pour lui, en fait, le persuader de tenir des propos très critiques à l'égard du mouvement et qualifier le mouvement de contre-révolutionnaire. Et d'où cet éditorial très connu du 27 avril qui a été le point tournant, parce que après la publication de ces éditoriales par le Comité du Peuple, qui est quand même la voix officielle du Parti communiste, eh bien, ça a radicalisé le mouvement et ça a été très difficile de gérer la confrontation après. Donc ça... mais je pense que Deng Xiaoping, il s'est pas fait forcer la main. Je crois qu'il lui-même, il partageait cette idée. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il impose des limites à tout ce que pouvait être négocié avec les étudiants. Il y a quand même une séance assez extraordinaire, c'est cette rencontre entre ce Wu Kai-si et d'autres responsables étudiants, Wan Dan et d'autres, et le Premier ministre Li Peng, qui montre à quel point le Parti communiste n'envisageait pas de négocier, d'entamer une forme de négociation avec une force extérieure au parti. Et ça, c'est quand même la limite de ce système de parti unique. C'est-à-dire qu'il y avait des organisations étudiantes qui s'étaient de fait constituées,
mais qui n'étaient pas reconnus comme légitimes par le Parti communiste, comme des interlocuteurs légitimes, un peu comme les partenaires sociaux avec lesquels on peut négocier. Le dialogue était un dialogue de sourds, et Li Peng était horrifié par la manière impertinente, et vraiment, lui, je crois qu'il le percevait comme ça. Donc Cassis s'est adressé à lui, l'a interrompu, et donc ce dialogue était un échec de part et d'autre, mais un échec qui révélait ce fossé à la fois de génération et de culture politique. Et ça, c'était vraiment... là, les choses sont devenues très difficiles à rattraper par la suite. Et Zhao Ziyang est allé sur la place, mais il avait déjà perdu le pouvoir. Quand il est allé voir les étudiants en disant on n'a pas fait assez, mais en fait, il était trop tard, il avait déjà perdu ses fonctions. Il a essayé aussi, il y avait une autre négociation qui a eu lieu en parallèle entre le responsable ce qu'on appelle le Front Uni, qui s'appelait Yan Mingfu, quelqu'un d'assez libéral, en fait, d'assez ouvert, mais là aussi qui était un échec. Je veux dire que la rigidité des étudiants était aussi en partie responsable de cet échec, mais de part et d'autre, le problème c'est que Yan Mingfu, enfin cette délégation du bureau de Front Uni, n'avait pas les pouvoirs de négocier quoi que ce soit. Il n'y avait pas et de faire des concessions au mouvement étudiant ou de reconnaître le patriotisme de ce mouvement, par exemple, ils n'avaient pas possibilité de changer de position. Donc on allait vers le clash d'une manière. Voilà ce que je pourrais dire. Mais Deng Xiaoping était assez. Et puis alors, il y a une chose qui a évidemment confirmé l'hostilité de Deng Xiaoping au mouvement, c'est la visite, j'en ai pas parlé, mais c'est la visite de Gorbatchev. La visite de Mikhail Gorbatchev et de sa femme, Raïssa, en plein milieu du mouvement. Donc Deng Xiaoping était censé le recevoir dans vous savez, ce grand bâtiment qui s'appelle le Palais du Peuple, qui est le siège de l'Assemblée nationale, et il n'a pas pu rentrer par la porte officielle, parce que la place était occupée par les étudiants, donc il a dû rentrer par la petite porte de derrière. Enfin, pour Deng Xiaoping, c'était une perte de face terrible, et ça, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a dit basta, c'est fini, on va mettre fin à ce mouvement avec l'aide de l'armée, si besoin. Voilà ce que je peux rajouter. Mais vous verrez, dans mon livre, il y a plus de détails, évidemment. D'autres questions, d'autres interventions? Si vous me le permettez, je vais instiller. J'ai noté cinq questions en vous écoutant. La première, ça m'a beaucoup frappé en lisant votre livre, c'est le rapport à la famille et un peu le modèle de pater familias, enfin, qui semble se dégager de cette personnalité. La deuxième question tourne autour du confucianisme et du thème du réformateur autoritaire. En fait, en Extrême-Orient, il y a eu à peu près à la même époque, enfin des réformateurs autoritaires qui ont mené le pays dans la voie du développement. Je pense par exemple à Park Chung-hee en Corée du Sud. Je pense aussi à l'exemple de Taïwan, quand même. À l'époque, c'est quand même assez évident. Le modèle de Singapour, qui est quand même aussi un modèle autoritaire. Et ces gens-là ont quand même une certaine forme de rapport avec le confucianisme. Or, en vous lisant, on a vraiment l'impression que Deng Xiaoping est très loin de tout ça. Il intervient même dans le procès contre Lin Piao en dénonçant le confucianisme. Enfin, donc, je m'interroge sur la manière dont ce réformateur peut se positionner par rapport au modèle asiatique. Une troisième question qui me vient à l'esprit, c'est l'association tout à fait étonnante d'un communicateur et d'un militaire. Enfin, voilà, il me semble qu'il y a les deux faces et qu'il a réussi à d'une part être un porteur de thèmes mobilisateurs et puis d'autre part être quelqu'un qui était toujours proche du pouvoir militaire. La quatrième question que je me pose, c'est, alors elle est plus factuelle, vous semblez dire que Lin Piao aurait
à travers son fils, ait bien été à l'origine d'une tentative de coup d'État. Alors, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de cette question? Et puis, alors, la dernière question concerne l'opportunité qui a quand même été une chance pour Deng Xiaoping de la mort de Zhou Enlai. Parce qu'il arrive à un moment où Zhou Enlai meurt juste avant Mao et où il y a une place à prendre, enfin on a l'impression. Mais je ne sais pas jusqu'à quelle mesure mon impression est juste. Merci pour toutes ces questions, c'est passionnant. Alors, rapport à la famille, oui, c'est intéressant. Oui, les familles chinoises sont très solidaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits, hein. L'harmonie, c'est un idéal, comme dans tous les pays. En fait, les familles, parce qu'elles sont très les membres des familles sont très interdépendants, c'est une source de conflits supplémentaires qu'on ne connaît pas forcément en Occident. Je ne veux pas dire que nos familles sont également plus harmonieuses, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de conflits dans les familles chinoises. Ceci dit, il protège sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 1949, il retourne au Sichuan, à Chongqing, et il s'arrange pour faire venir les membres de sa famille dans sa résidence, une résidence de grands patrons, même de seigneurs de la guerre, on pourrait dire. Et parce qu'en fait, un de ses frères a récupéré les terres de son père, et il est inquiété parce que ces terres vont être nationalisées ou redistribuées aux paysans pauvres. Et pour le protéger, il le fait venir, et puis finalement, ils abandonnent les terres, quoi. Et pour éviter qu'il soit accusé d'être propriétaire foncier, mis en cause par des responsables locaux du Parti communiste qui ont mis en cause exproprié beaucoup de propriétaires fonciers, et parfois de manière violente, hein, en provoquant des scènes de lutte des classes, si vous voulez, où les propriétaires fonciers étaient... on leur mettait des grands chapeaux pointus, et puis on les montrait à la foule, et après on les exécutait de manière publique. Enfin, c'était quand même très très violent, ça rappelle notre guillotine, hein, d'une certaine manière. C'était une vraie révolution. Et donc, oui, il a été... Alors, oui, ça, dans ce sens, il est très confucéen, mais c'est assez, je dirais, c'est presque naturel, hein, protéger sa famille, ses proches, et puis surtout ses enfants. Il s'inquiétait beaucoup du sort de ses enfants. Et une chose qui est intéressante, parce que sa fille, en fait, c'est une des sources d'informations qui s'appelle Tang Zhong, ou Tang Mao Mao, a écrit ses mémoires, on a pas mal d'informations, mais elle était toute jeune au début de la révolution culturelle, et elle commence à être engagée, embarquée dans des mouvements de garde rouge, notamment dans son école. D'ailleurs, certaines sources l'accusent d'avoir été aussi en partie responsable de l'assassinat d'un de ses profs, mais on n'a pas de preuves formelles, mais en tout cas c'est quelque chose. Et ses parents tout d'un coup l'appellent, brusquement décident de l'appeler et lui ordonnent à 16 ans de revenir à la maison, et de revenir chez eux, à Zhongnanhai. Et la fille obéit. Donc, elle aurait pu dire non, je suis avec mes camarades, garde rouge, on fait la révolution pour Mao. Et donc là, c'est intéressant de voir quand même comment les jeunes Chinois restent quand même assez obéissants et attachés à des valeurs confucéennes. Bon, juste 2 exemples, mais jusqu'à la fin de sa vie. Et dernière chose, il a été un grand-père heureux. Et ça, c'est quand même quelque chose par rapport à Mao, qui n'a pas été un grand-père. Il avait une famille complètement éclatée, avec plusieurs femmes. Enfin, c'était compliqué. Deng Xiaoping avait une famille assez unie, je dirais, dans l'ensemble. Enfin, la famille nucléaire. Et il avait des petits-enfants. Il adorait jouer avec des petits-enfants. Et ça, c'était pour lui une fin de vie assez satisfaisante par rapport à d'autres responsables communistes. Mais là, cet aspect de sa vie est assez, je dirais, touchant même. Oui, alors, réformiste et autoritaire, oui, ça c'est quand même ce qui frappe le plus en Asie orientale. Le confucianisme probablement joue un rôle. La culture politique confucienne, oui, parce que c'est une culture hiérarchique, qui a servi l'Empire pendant des années, qui s'est diffusée dans l'ensemble de la zone, notamment en Corée. Alors, s'il y a un pays, vous connaissez mieux que moi, la Corée, qui est peut-être plus confucéen que la Chine, c'est plus catholique que le pape, on dirait chez nous, c'est bien la Corée. Mais oui, le sens de la hiérarchie, l'obéissance aveugle, tout ça, c'est quelque chose la différence qui vraiment traverse la région. Mais la différence avec Taïwan, la Corée du Sud ou le Japon, c'est que ces dictateurs étaient dictateurs modernisateurs, mais qui ont fait leur temps, qui ont passé la main et qui ont,
pas seulement, Park Chung-hee, il s'est fait assassiner. Bon, c'est pas lui qui n'est pas à l'origine de la démocratisation de la Corée. C'est bien après sa mort que la Corée du Sud s'est démocratisée. Mais Chiang Ching-kuo est celui qui a amorcé quand même à la fin de sa vie la démocratisation. Et parce qu'il avait une idéologie différente, il croyait aussi, quand même, il était assez attaché sur le fond à une idéologie relativement libérale, notamment promue par Sun Yat-sen. Donc l'issue était différente. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Lee Kuan Yew à Singapour a maintenu un régime de fait quand même très très autoritaire. Alors ce que je rajoutais quand même à ce que vous avez suggéré, c'est que, et c'est ça quand même un des secrets de la réussite ou de la mondialisation de la Chine, c'est que quand Deng Xiaoping revient au pouvoir, il commence à voyager dans la région, il va au Japon et il va visiter aussi Singapour. Et c'est là qu'il s'aperçoit d'abord du fossé qui s'était creusé entre la Chine et ces pays non seulement le Japon, mais les quatre dragons, qui caracolaient en tête et la Chine va absolument à la Chine rattraper ces pays. Et c'est ce qui montre pourquoi il est si attaché à cette mondialisation économique, mais aussi parce qu'il peut profiter de cet environnement économique très très dynamique pour attirer les investissements, notamment les investissements des Chinois d'outre-mer, des Chinois de Hong Kong, et puis après, à 89, des Chinois de Taïwan. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est la grande différence avec l'Union soviétique et l'après-Union soviétique. Il n'y a pas de diaspora russe capable, il n'y a pas eu de diaspora russe capable d'insuffler ou de favoriser le développement de la Russie après la chute de l'Union soviétique. Alors, communicateur et militaire. Deng Xiaoping appartient à cette génération de responsables du Parti communiste qui ont deux casquettes, en fait. Sont à la fois chefs militaires, alors commissaire politique, c'est pas exactement, mais enfin quand même, il était chef militaire, il était armé, il commandait des troupes, et homme politique et responsable politique et propagandiste, ça c'est certain. Mais cette génération n'existe plus. Hein. Maintenant, il y a une espèce de division, il y a une professionnalisation des forces armées, et même si Xi Jinping et ses prédécesseurs, Jiang Zemin, n'avaient aucune expérience militaire. Ce qui pose un problème d'ailleurs concernant la relation entre l'armée populaire de libération et le pouvoir politique, et les problèmes qu'affronte aujourd'hui Xi Jinping. Vous avez vu, la commission militaire a été en grande partie purgée récemment, et on se pose des questions. Moi, j'ai pas de réponse, hein, je peux vous le dire d'emblée. J'ai pas de réponse sur la nature des relations entre Xi Jinping et les responsables militaires. Je sais qu'ils ont été accusés, certains ont été accusés de corruption, mais derrière, il y a probablement une raison politique qu'on connaît mal. Quatrième question, Lin Biao. Alors, Lin Biao, non, je ne pense pas que Lin Biao ait cherché à organiser un coup d'État contre Mao. Il se sentait marginalisé, il ne savait pas comment trop gérer l'affaire. Et c'est son fils Lin Guo, qui a essayé, de manière très très maladroite, très très amateur, essayer de tenter un coup d'État contre assassiner Mao. Ça n'a pas du tout marché. Et c'est après, quand il s'est aperçu que l'affaire commençait à s'éventer, il a persuadé son père de prendre la fuite. Une des raisons pour laquelle son père a accepté de prendre la fuite avec sa femme, donc Yetun, et c'est donc son fils, Lin Guo, c'est parce qu'il avait vu le sort qui avait été réservé à Liu Shaoqi quelques années auparavant. Il s'est dit, je ne veux pas terminer comme Liu Shaoqi, il vaut mieux que je prenne la fuite. Il craignait vraiment de terminer en prison et abandonné dans un hôpital par manque de soins. Quoi. Donc ça explique, mais il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu véritablement de tentative de coup d'État de la part de Lin Biao lui-même. Finalement, la mort de Zhou Enlai. Alors, Mao, et c'est une des raisons pour lesquelles, en 1973, il rappelle Deng Xiaoping, c'est qu'en fait, il sait que Zhou Enlai apprend dès 1972 qu'il atteint un cancer d'estomac incurable et qu'il n'a plus tellement de temps à vivre. Et donc, il rappelle Deng Xiaoping pour succéder à l'époque, pour succéder à Zhou Enlai. Et Deng Xiaoping seconde Zhou Enlai, en particulier à partir du moment où Zhou Enlai commence à habiter à l'hôpital, en 1974-1975, il le seconde, il le remplace, c'est lui qui va parler à l'ONU. Il y a ce discours très très connu de Deng Xiaoping à l'ONU en avril 1974, où il présente au monde entier la théorie des trois mondes de Mao Tse-tung.
Et il reçoit une ovation, un accueil incroyable de la part de tous les membres de l'ONU de l'époque, beaucoup de pays africains qui ont eu des relations déjà avec la Chine. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global lui fait une ovation. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et donc il est déjà dans cette position, mais à la fin 75, il commence à avoir des problèmes avec les radicaux, avec Mao lui-même, sur l'affaire sur le bilan de la révolution culturelle. Et c'est pour ça qu'à la mort de Zhou Enlai, en janvier 75, Mao choisit comme nouveau Premier ministre Roi Kofong et non Deng Xiaoping, contre toute attente. Tout le monde attendait, c'est parce que c'est Deng Xiaoping qui organise les funérailles de Zhou Enlai, on se dit, c'est lui qui va être Premier ministre. Non, il est démis de ses fonctions. Et après, il y a des manifestations en avril 76 qui confirment sa purge. Mais, une fois encore, et là c'est intéressant parce que les radicaux veulent que Deng Xiaoping soit exclu du parti, Mao Zedong refuse, alors qu'il a quelques mois de sa fin, il refuse d'exclure Deng Xiaoping du parti. Donc, je pense que Mao estimait que peut-être qu'à terme, Deng Xiaoping comprendrait qu'il ferait amende honorable. Enfin, il voulait le maintenir quand même dans une sorte de proximité du pouvoir, même si en avril 76, en fait, Roi Kofong est confirmé dans toutes ses fonctions et devient le successeur désigné de Mao. Donc, en fait, ce que peut-être, enfin, on ne sait pas en fait. Je pense que au tandem auquel pensait Mao, c'est un Roi Kofeng, chef du parti, parce que Roi Kofeng est quand même quelqu'un qui était assez maoïste, quelqu'un du Hunan, mais qui avait été promu par la culturelle, qui avait occupé les fonctions de ministre de la sécurité publique. Enfin, c'était pas un nobody. Hein, souvent, on sous-estime Roi Kofeng, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas la carrure d'un Deng Xiaoping. Mais enfin, c'était quelqu'un, c'est pas par hasard que Mao Tse-tung l'avait choisi. Donc l'idée, c'est que, je pense, l'idée de Mao, c'était d'avoir Roi Kofeng, chef du parti, chef des armées, et Deng Xiaoping, peut-être à terme, revenant comme Premier ministre, afin d'avoir un tandem qui soit plutôt néo-maoïste, en tout cas qui n'établisse pas un bilan négatif de la révolution culturelle. Et lors du congrès, du 11e congrès en 77, en fait, Roi Kofeng déclare la victoire, l'achèvement et la fin victorieuse de la révolution culturelle. Donc en 77, Roi Kofeng est encore attaché à cette révolution culturelle. Et c'est après la fin 78 que les choses commencent à changer et que là le bilan commence à devenir négatif et que le parti va passer une résolution, mais qui mettra du temps à être rédigée, sur l'histoire du parti et les erreurs de Mao, les graves erreurs de Mao à la fin de sa vie, mais tout en établissant un bilan un peu similaire au bilan que la Chine avait établi sur Staline, 70% de positifs, 30% de négatifs. Alors, bon, voilà, et on en est resté là. Et ça, c'est Deng Xiaoping a décidé justement, a refusé de démaoïser la Chine. Et pour une raison qui est très simple, c'est que, en fait, enfin, à mon avis, c'est la raison principale, c'est que il n'y a pas de deuxième Mao. L'Union soviétique avait la chance d'avoir un Lénine et un Staline. Donc on pouvait déstabiliser, en venir au léninisme d'origine, si on peut dire. En tout cas, avec Mao, il y avait que Mao. On ne pouvait pas démaoïser. C'est pour ça que vous avez toujours le portrait de Mao sur la place Tiananmen aujourd'hui. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Je vous en prie. Alors, il y a des détails. Moi, j'ai commencé par les détails parce qu'ils sont amusants. Deng Xiaoping, en France, il y a deux choses qu'il appréciait. Alors, une chose assez étonnante, c'est les fromages. Parce que ce n'est pas tous les Chinois qui aiment le fromage. Et moi, je connais plein de Chinois qui adorent le fromage, hein, parce qu'il y a un côté fermenté qui ressemble à un plat chinois qu'on appelle le tofu, ou le tofu fermenté. Donc, il y a quand même des similitudes. Mais aussi, c'est les croissants. Et donc il est repassé en France en 1975, justement lors de sa visite officielle. Il a demandé à l'ambassade de lui acheter 200 croissants pour rapporter à ses copains qui avaient été en France avec lui, donc, qui étaient âgés à l'époque, dont Ye Zhongzhen et d'autres qui étaient encore vivants, et il a rapporté 200 croissants. Donc il était assez attaché. Il est retourné. Alors il est revenu 2 fois en France après avoir quitté la France, donc en 26. Il est revenu une fois en 74, mais très rapidement, à son retour de New York, où il avait fait son célèbre discours. Et là, il ne reconnaît pas l'endroit, on le promène dans une voiture d'ambassade de la place d'Italie, il ne reconnaît plus la place d'Italie, qui avait beaucoup changé, l'endroit où il habitait.
Mais en 75, là, il revient et je crois qu'on a posé une plaque sur la maison auquel il habitait. J'ai oublié le nom c'est dans mon livre, le nom de la rue, dans le 13e, où il avait habité. Donc il y a eu une cérémonie. Donc là, il a pu revenir. Alors, nous, non, on l'a bien accueilli. À l'époque, c'était un moment. C'est intéressant, c'est que la France était. Enfin, il y avait quand même des groupuscules maoïstes à l'époque en France. Il y avait une attitude assez ambivalente à l'égard de Deng Xiaoping, parce qu'ils se disaient, mais maintenant Mao Tse-tung réhabilite Deng Xiaoping, il réhabilite un révisionniste. Bon, ça c'est une histoire un peu parallèle, un peu, je dirais, marginale, mais enfin, c'est pour vous donner un peu une idée de l'état d'esprit d'une certaine gauche en France à l'époque. Alors, par la suite, il y a eu beaucoup de visites dans les années 80. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais beaucoup de journalistes l'ont rencontré. Il y a eu des tas de délégations, et j'ai encore un ami m'a envoyé un article écrit par le responsable des dernières nouvelles d'Alsace, qui avait fait une interview très longue de Deng Xiaoping à l'époque. Et une des caractéristiques de Deng Xiaoping, c'est d'accepter les conférences de presse. Xi Jinping n'a jamais accepté une conférence de presse. Il y en a une qu'on peut trouver sur YouTube, qui a été donnée à un journaliste américain qui s'appelait Wallace de la NBC. Alors, il y a quelques extraits, mais il est assez drôle parce qu'il parle très très naturellement, en fumant ses petites cigarettes de Sichuan. Il était beaucoup plus accessible, si vous voulez, que les responsables aujourd'hui qui sont un peu passés, quoi. Lui, il avait cette liberté, ce charisme, il avait aussi une expérience, et il connaissait l'Occident. Il faisait partie de cette génération qui connaissait l'Occident. Alors, jusqu'à quel point il connaissait la France, pour répondre à votre question? Il vivait beaucoup quand même, et si vous allez au musée de Montargis, il y a un petit musée, j'en dis un mot de plus, parce que à Montargis, il y a un musée de Deng Xiaoping à Montargis. Et il vivait beaucoup avec les Chinois. Alors, il bougeait d'une ville à l'autre, parce qu'il a travaillé au Creusot, mais il a travaillé aussi à Montargis. Et il ne voyait pas beaucoup de Français. Ça, c'est un peu le problème de ce programme mi-études, mi-travail, c'est que les Chinois étaient beaucoup entre eux à réfléchir, mais je les comprends, à l'avenir de la Chine. Ils étaient en France de manière provisoire. Pour eux, c'était acquérir une expérience, militer, essayer de former un mouvement, puis très rapidement, ils se sont aperçus qu'il valait mieux aller en Union soviétique. Et c'est en Union soviétique, il a développé, alors là, par rapport à la France, une véritable admiration de l'Union soviétique en 25, qui est quand même une période difficile en Union soviétique. Alors il y a des choses, il vivait, à mon avis, dans une bulle. Il ne se rendait pas compte, mais il pensait que le modèle soviétique était le modèle qu'il fallait pour la Chine. Et par rapport au modèle français, ce qu'il avait aussi vu en France, c'est quand même les inégalités sociales. Il a vu aussi les différences de traitement, la manière dont notamment ces ouvriers chinois, ces jeunes chinois qui arrivaient en France étaient traités ou maltraités. Et c'est vrai qu'on ne les traite pas forcément bien. Et donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je pensais à autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, le musée de Montargis. Allez-y, parce qu'il a été reconfiguré à l'image de Xi Jinping. C'est incroyable. Alors, il y a une espèce d'accord avec la ville de Montargis, mais je crois et l'ambassade, parce que c'est l'ambassade qui a reconfiguré le musée, c'est pas du tout la ville de Montargis, à mon avis, j'y suis allé il y a un an. J'étais assez sidéré parce que tout le bas, c'est à la gloire de Xi Jinping. Et au premier, c'est vraiment, alors vous connaissez le musée, c'est complètement dédié à Deng Xiaoping, avec son vélo, enfin, ce sont des choses. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment son vélo, mais en tout cas, il y a un vélo de l'époque où il était en France qu'il aurait utilisé. Mais c'est intéressant comment ce musée a été reconfiguré pour donner une place plus importante à Xi Jinping et une place moindre en fait à Deng Xiaoping. Alors je ne sais pas dans quelle mesure les gens qui Montargis, voilà, la mairie de Montargis est consciente de ce qui s'est passé, mais si vous allez-y parce que c'est quand même assez intéressant parce que ça reflète vraiment les nouvelles priorités du pouvoir chinois. Une autre intervention. S'il n'y a pas d'intervention, nous allons vous inviter à passer dans la salle à côté, dans notre salle Bondary, pour éventuellement recueillir la signature de notre auteur. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.